Ok. Beauté, beauté. À toutes et à tous. Alors, je continue la série de vidéos. Donc ici, il était question de parler de l'énergie sexuelle. Alors, je vais avoir une drôle de façon de l'aborder. S'il y a des gens qui s'attendaient à des trucs, ben, désolé. On va l'aborder et je vais la recouper en 3 parties. Donc, il y a une partie où je vais parler donc du patrimoine génétique en commençant par le Néandertal et le Sapiens. La deuxième partie sera basée sur le système stellaire et donc la construction d'atomes qui va constituer l'individu qui va se reproduire. Et puis ensuite, on va vraiment axer donc l'information sur la mitochondrie. Donc, il y a une vidéo en introduction qui va expliquer où je veux en venir. Et donc, de ça, ensuite, on fera la conclusion. Donc, en voyant qu'est-ce que finalement apporte un système matriarcal et un système patriarcal. Un système patriarcal qu'on a à l'observation tous les jours. Tous les jours. Donc, j'ai lu un article. J'ai lu un article qui est en barre d'infos concernant le néandertalien. Alors, j'ai beaucoup rigolé. Oh mon Dieu. Ah ouais, quand même, j'ai quand même beaucoup rigolé. Il y a... Franchement, en fait, c'est à ça que tu vois que finalement, il y a quand même... Enfin, c'est surtout... Enfin, dans la guerre qui est menée contre le peuple noir, il y a aussi une guerre de l'information. Donc on va faire en sorte que les Noirs soient le moins possible au courant de certaines données. Et donc, du coup, de ça, tu peux les manipuler. D'où l'objectif de moi et d'autres personnes, qui est d'informer les gens. Que les Africains s'instruisent. Parce que quand tu es instruit et quand tu as certaines informations, il y a des choses qui ne peuvent plus passer. Il y a des choses qui ne passent plus. C'est pour ça que j'ai beaucoup rigolé quand j'ai lu l'article hier de la BBC concernant comment l'empreinte génétique des Néandertaliens influence notre vie quotidienne. Alors je ne vais pas lire l'article. Oh, parce qu'en fait, sur la mitochondrie, je vais faire une lecture d'article. Je ne l'ai même pas sorti. Mais je sais où elle est. J'ai sorti tout ce que j'ai fait. Je fais mes révisions, hein. J'avais dit, je prépare. J'ai sorti mes cours, donc qui parlent des différents chapitres que là. Donc là, il y a des données. Donc, c'est le cours de Philippe Rossom. Moi, comme ça, je donne parce que c'est peut-être pas la formation, elle appartient à tout le monde, mais la structure de son cours. Parce qu'il y a 2-3 trucs que je vais lire que je trouve intéressants, qui ont été bien formulés et qui expliquent bien les choses. L'article ici, je ne vais pas le lire, je vais vous laisser le lire parce que franchement, c'est... Il y a 2-3 trucs quand même que je vais ressortir, donc que je vais ressortir concernant la mitochondrie, mais donc je parlerai dans l'autre partie concernant la mitochondrie. Il y a 2-3 trucs que moi j'ai appris. Déjà, tu te dis comment ça se fait. La question que tu te poses, tu te dis tous les Néandertaliens, donc tous les squelettes de Néandertaliens ont été trouvés dans des grottes. Donc, ça veut dire que c'était leur habitat. Ça veut dire que les Néandertaliens n'étaient pas des êtres qui construisaient des habitations. Donc c'était pas un peuple nomade. C'était pas un peuple sédentaire. C'était pas un peuple sédentaire puisque tu ne construis pas de maison. Un peuple sédentaire, c'est au moins quelqu'un qui se fixe. Donc à moins que la grotte soit ta maison. Enfin, il y a meilleur comme habitat, quoi. Tu vois, quand même. Un peu quand même. C'est peut-être pour ça qu'ils ont peur des chauves-souris, parce que ça, c'est l'habitation des chauves-souris en général. Donc ici, dans l'article aussi, ils disent que donc, le Néandertalien a disparu il y a 40 000 ans. Et là, je trouve ça colossal. Et là, ça te fait réfléchir, parce que tu dis, il y a un truc qui m'échappe, il y a une information, du coup, il y a, dans la narration de l'évolution de l'espèce, il y a un truc qui ne va pas. Donc, le Néandertalien a disparu il y a 40 000 ans. Ils disent que le Néandertalien n'a aucun gène
semblable au sapiens qui lui est 100% africain. Mais que l'homme blanc existe depuis 9000 ans. Et là tu te dis, l'homme blanc existe depuis 9000 ans, là il y a un truc. C'est pas possible. Si le néandertalien n'a aucun gène sapiens venant d'Afrique, enfin si les Africains n'ont aucun gène néandertalien, ça veut dire que le néandertalien ne vient pas d'Afrique. S'il ne vient pas d'Afrique, comment ça se fait qu'il est devenu blanc? Ça veut dire qu'il a toujours été en fait. Et là tu te... Oh! Parce qu'il y a 2-3 trucs qui ne sont pas juste dans l'article. Déjà, ils disent que... maman. Ils te disent que le néandertalien avait des capacités. Comment? Alors le mot qu'il a employé c'est... Donc il avait une constitution physique robuste. Il marche debout. Bon, il a un crâne plus allongé, ça je sais pas trop. Constitution physique robuste. C'est pas possible. Parce que si tu avais une constitution physique robuste, tu aurais survécu. Parce que une composition physique robuste, ça fait partie des phénotypes. C'est pour ça qu'on va parler on va faire un peu de bio après, en parlant des mitochondries. J'ai oublié, non, mais il faut que j'en parle en gros pour la synthèse en bio, parce qu'il y a les résus positifs, négatifs et la répartition des groupes sanguins. C'est très important. Parce qu'en fait, du coup, c'est que ça devient complémentaire à l'information génétique, sur la génétique des sapiens et des néandertaliens. Il faut vraiment mixer les informations ensemble. Parce que du coup, il y a des trucs que tu vois, que tu dis, ok, donc ça, c'est pas possible, ça marche pas. C'est comme le fait que l'homme blanc a 9000 ans, en fait. En fait, tu pourrais peut-être même te dire que c'est possible. Non, parce que, du coup, il y a un trou entre 40 000 ans et 9000 ans, il y a 9000 ans. Donc il y a moins 40 000 et moins 9000. Il y a un trou. Est-ce qu'il était blanc ou est-ce qu'il était noir? Parce que s'il est devenu blanc, ça veut dire qu'avant, ça veut dire que le néandertalien était noir. Sauf que le néandertalien, il n'a jamais été en Afrique. Donc comment il peut être noir? Il y a un truc qui va pas. Alors j'ai pas trouvé la réponse, mais juste poser la question, c'est déjà pas mal. Il y a un truc qui va pas. Comme un tas de choses, finalement, chez eux. À chaque fois que tu te poses 2 secondes, tu te dis, mais il y a un truc qui va pas. Non, il y a un truc qui va pas. Et donc, ils disent... donc voilà, constitution physique robuste, c'est pas possible. Donc le fait qu'il n'avait pas de menton, ça m'étonnerait beaucoup aussi. Parce que justement, une caractéristique qu'ils ont, c'était la consanguinité. Et une caractéristique phénotypique de la consanguinité, c'est justement le menton très très prononcé. Donc voilà, en fait ils essaient de faire un mix entre eux et le sapiens, parce que génétiquement parlant, donc biologiquement parlant, c'est pas deux entités communes. Et là il y a un truc qui va pas. Donc ils disent que le néandertalien avait des sensibilités artistiques. Bing, c'est faux. Puisque toutes les grottes qui ont été observées en Europe sont des grottes où on observe des animaux. Alors oui, là, le niveau artistique, il est high level, mais on dessine des girafes, on dessine des lions, on dessine des animaux de la savane, et aussi de la faune et de la flore occidentale, enfin d'Europe, mais fait par des mêmes entités, donc des entités qui ont migré. Le néandertalien n'est jamais allé en Afrique, donc il ne peut pas avoir dessiné une girafe. Tu vois, et là tu te dis, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Et ça marche, hein. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. Si t'as jamais été en Afrique, comment tu peux dessiner une girafe? C'est comme la dame à la capuche, quoi. C'est à peu près ça. Donc, parce que oui, il pourrait y avoir des grottes où, tu vois, t'as mis ta main dans de l'ocre, comme ça, t'as écrasé un truc. Déjà, pour faire ça, hein, faut avoir un minimum d'intellect. Tu sais que écraser telle chose va t'apporter un pigment que tu vas pouvoir utiliser. Ça nécessite une intelligence qui n'est pas caractéristique du néandertalien. Pour ça, tu te construis une maison, chouchou. Enfin, tous des trucs comme ça, l'embaumement, mettre les sépultures et tout ça, c'est pas des choses qui sont néandertaliennes.
Ça, ce sont des choses qui viennent des sapiens, qui ont débarqué en Europe. Et les Néandertaliens, ils étaient là, en train d'observer. Et puis ils copient. Ils disent dans l'article que ces gens-là ne savaient même pas parler. Les Néandertaliens ne savaient pas parler. Attends, c'est quoi la phrase? Oh purée, c'est une dinguerie. Attends. Cette découverte nous a permis d'envisager la possibilité que les Néandertaliens disposaient d'un système de communication verbale de type humain. Cette phrase, elle m'a fait délirer hier. Donc le comte de Volney avait raison, mais de manière brute. De manière brute, il avait raison. Il ne savait même pas parler. Si un scientifique te dit qu'il pense, il n'est pas sûr, c'est que c'est non. C'est aussi simple que ça. Sinon, c'est sûr, c'est fait. C'est un fait. Là, tu le démontres 10, 15, 20, 100 fois. C'est un fait. Si tu sais pas, c'est que c'est pas bon. Ça veut dire que les Néandertaliens ne savaient pas parler. Et que c'est au contact des sapiens qu'ils ont commencé à parler. Puisque les sapiens savaient déjà compter, faisaient déjà des mathématiques. Hein? Ah bah ouais les gars, ils faisaient de l'art, ils construisaient déjà des maisons. Ils avaient déjà des habitations. Ils faisaient déjà de l'agriculture. Comment tu fais pour vivre aussi longtemps, chouchou? Tu vis 400 000 ans. 400 000 ans. Et ici, j'ai le cours. Dans le cours, ici, c'est noté. Donc, l'apparition de la lignée humaine, c'est il y a moins 6,7 millions d'années dans des grottes trouvées en Afrique du Sud. Où il y a des traces d'habitation d'humains. Et comme le professeur Kalala Mutunde l'a expliqué, dans ces grottes-là d'Afrique du Sud, ils ont trouvé des vestiges de lits faits avec des tiges de plantes qui étaient antiseptiques. Donc ça veut dire que tu avais un minimum d'intellect. Déjà, il y a je ne sais pas combien de millions d'années. Mais on va dire, la trace du sapiens, parce qu'il y a eu plusieurs étapes d'être humain, je n'ai pas ressorti cette partie-là parce que ce n'est pas le plus important. Mais le sapiens, il a 400 000 ans. Donc à un moment donné... Quoi, tu fais quoi? T'attends que les blancs arrivent et t'attends que les jésulâtres arrivent pour pouvoir faire de l'agriculture? À un moment donné, il faut réfléchir 2 secondes. C'est juste pas possible, quoi. Moi, à chaque fois, c'est l'argument que je sors à des chrétiens. Tu crois qu'ils ont attendu que les blancs débarquent pour pouvoir... Comment tu fais déjà? Même te soigner. Déjà, à partir du moment où tu fais un lit antiseptique, ça veut dire que tu as suffisamment dormi à un endroit... dans une certaine condition, qui t'ont apporté des désagréments, qui font que tu vas chercher après certaines plantes. Il y a tout le processus. Si tu fais des lits avec des tiges de plantes antiseptiques, ça veut dire que tu as réfléchi à la problématique et tu as réfléchi à la solution de la problématique. Et puis tu as testé la problématique, tu as testé la solution de la problématique, et puis tu en as conclu. Ça implique un tas de choses. Et eux, comme ils le disent là, comme dans l'article, les Néandertaliens, il y a 40 000 ans, vivent encore dans des grottes. Tu vois? Et si à un moment donné, leurs descendants, qui sont les Yamnaya, faisaient des élevages de bétail, t'as dû aller les chercher quelque part. Et ça, je vais en parler après. Bon, non, enfin non, c'est la partie justement, cette partie, je vais en parler. Parce que justement, tu te dis, t'as eu le temps d'observer les gens là qui vivaient. Peut-être même qu'ils étaient là avant. C'est peut-être même. Attends, je suis en train de faire une hypothèse là. Peut-être que les Néandertaliens, ils étaient là, mais ils étaient toujours dans leur grotte là. Et ils voient des blacks débarquer comme ça, avec des troupeaux de vaches, des troupeaux de moutons, des troupeaux de chèvres, des poules, des chics, des tchaks. Et puis ils sont là, ils s'installent et puis ils construisent des trucs en mode de l'époque, hein, mais ils construisent des trucs. Ils les observent, ils font quoi? Les gens, ils avaient déjà le calendrier. Parce que pour avoir un calendrier, il faut la précision des équinoxes. Pour avoir la précision des équinoxes, il faut que tu observes au moins pendant 26 000 ans. Alors, je ne suis pas dans de l'astrologie. C'est pas de l'astrologie, c'est de l'astrophysique.
tu dois tenir compte d'un tas de paramètres pour pouvoir faire un calendrier. Et donc, du coup, ça veut dire que pendant au moins 70 000 ans, tu dois observer pour avoir la confirmation. En bon scientifique, tu vérifies 3 fois. Donc, au moins 70 000 ans. Donc, ça veut dire que quand les Néandertaliens rencontrent les sapiens, les sapiens ont déjà un calendrier. Ils suivent déjà un rythme. Et tu le vois en Europe avec les mégalithes. Stone Age et compagnie. Tu le vois, il y en a plein partout. Il y en a même aux Amériques. Ou sur une plaine comme ça. Une plaine, un plateau. Il y a des statues. L'île de Pâques, c'est quoi aussi? Et donc, du coup, ils tapent des trucs là. Et avec ça, en fait, ça fait des cadrans solaires. Donc, tu sais, tu connais le temps. Tu sais quelle heure il est. Donc, tu as toutes ces notions-là qui viennent rentrer dedans. À l'époque où les locaux, en mode néandertalien, ils étaient toujours en mode caillou. C'est pas moi qui le dis. C'est un article de la BBC. C'est des pépites, ça, hein. C'est des pépites, ça. Moment. Et donc, l'autre information que j'ai trouvée super intéressante, c'est donc, du coup, tu connais l'origine du mot néandertalien. Parce que, donc, le premier squelette néandertalien a été découvert en 1856 dans une grotte de la vallée de Neander, qui du côté de Düsseldorf, en Allemagne. Donc, tu sais de qui ça vient. Et là, je fais un bond par rapport aux précédentes vidéos que j'ai fait sur les contes et sur Mama Wata. Enfin, non, ça, c'est plutôt les vidéos que j'ai fait sur Mama Wata pour trouver l'origine de la source qui a inspiré ce mythe et donc finalement ce culte aussi, parce que c'est une origine africaine et d'Afrique australe. Et de l'Afrique australe, c'est monté jusque l'Afrique du Nord, puis de l'Afrique du Nord, ça a pris l'Europe. Et donc, tu penses vraiment, parce que d'après l'intelligence artificielle et d'après l'histoire classique de l'Occident et des peuples occidentaux, ce mythe vient des comment on appelle ça? C'était des nymphes, des ondines, donc, et qui a amené par la suite l'histoire de la petite sirène, repris l'histoire de la petite sirène de Monsieur Anderson, qui a été repris après par Disney. Là où tu vois qu'il y a eu tout un scandale parce qu'ils l'ont mis en mode métis, alors que d'origine, ce mythe vient d'une identité noire qu'eux ont récupéré. Sauf que les contes à l'époque, il n'y avait pas de télévision, donc il n'y avait pas d'image. Ça servait à alimenter l'imaginaire et la créativité des enfants. C'était pas un mythe qui était destiné à avoir un côté préventif. C'était vraiment... Enfin, même les contes préventifs ont ce côté créativité de l'imaginaire, mais ça avait quand même... il y a une histoire, en fait. L'histoire s'est basée vraiment sur l'identité de l'être vivant, de la famille, de l'humain. Voilà. De l'humain, que eux vont reprendre ici comme étant ceux qui parlent, quoi, tu vois. Parce que les Néandertaliens ne sont pas considérés, c'est pas moi qui le dis, c'est le site, comme des humains. C'était pas des humains. Sur le plan génétique, biologique. C'est pas moi qui le dis. Mais j'avoue que ça me fait un peu rire. C'est quand je vois certaines personnes avec qui j'ai des problèmes là en ce moment. Je te dis, je vais les regarder et je vais me dire, oh putain. Parce que, voilà, là c'est l'autre partie concernant les Néandertaliens. Donc pour le fait que, en fait là maintenant c'est clair. Hein? Parce que après, donc t'as les Yamnaya, puis des Yamnaya, t'as les Hyksos qui vont donner les Germains, les barbares, etc., jusqu'à l'Européen d'aujourd'hui. Tu penses vraiment que ces gens... Parce qu'il y a des caractéristiques comportementales très spécifiques à ces populations, que j'ai expliqué dans les chapitres concernant les contes. Ça vole les enfants. Hein. C'est le premier critère. C'est le premier critère des descendants néandertaliens et des néandertaliens. Ils volaient les enfants, précisément les petites filles. Pourquoi? Pour se reproduire avec elles. Parce qu'ils avaient remarqué que quand ils faisaient des enfants avec leur néandertalienne à eux, l'enfant il tombait comme ça.
Mort. Mort subite. Des nourrissons, le gamin il a 5 ans, le gamin il a 10 ans, le gamin il pouf, il tombe, c'est terminé. Par contre, quand ils attrapaient une petite là, sapiens, noire, enfin mélanoderme, bah, il devenait grand, gaillard, costaud, avec des phénotypes bien spécifiquement. Musculature, et c'est pour ça qu'on va parler des mitochondries, parce que c'est la mitochondrie qui fait ça. Et maintenant que j'entends, il y a des Africaines, il y a des femmes, des scientifiques africaines qui en parlent de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc je me dis c'est bon, c'est en marche, c'est en train de se faire, mais ça fait des années que je le dis. C'est logique, et c'est prouvé comment, ben, il suffit juste de regarder les mitochondries des Néandertaliens. C'est grâce au séquençage de l'ADN mitochondriel qu'ils ont ces informations. C'est tout. Donc au séquençage de l'ADN mitochondrial des Néandertaliens, tu sais que ben, les Néandertaliens, ils viennent pas d'Afrique. Tu sais que les Africains ne sont pas les descendants de Néandertaliens. Et tu sais que les Européens, donc les leucodermes, ont 2%, 2 à 10, parce que j'entends 2, ici ils disent 2. J'ai souvent entendu 10% de génétique néandertalienne. Qui fait qu'ils ont des tares génétiques, des anomalies génétiques, des pathologies génétiques bien spécifiques dont les maladies psychiatriques en font partie. Terminé maintenant, ça va? Oh, ça fait du bien. Ah, je te jure, là, ça fait vraiment... Fallait que... Ben oui, désolé. Et je vais un peu je vais l'expliquer. On va décortiquer ça un petit peu, je vais l'expliquer. Parce que c'est de la logique. Juste de la logique. C'est pour ça que je vous ai dit, dans je ne sais plus c'est quelle vidéo que j'ai parlé de ça, la mitochondrie, l'étude de la mitochondrie en long, en large, de haut en bas, de diagonale, dans tous les sens possibles et imaginables, elle est la clé qui va libérer les peuples non blancs de cette suprématie blanche une dernière fois et une bonne fois pour toutes. C'est impressionnant que ça n'a pas encore été, enfin que ce soit pas général vraiment dans toutes les têtes de tous les mélanodermes, ou plutôt de tous les non-blancs. C'est plus facile de dire comme ça, de la Terre. Donc pas forcément les afros, mais aussi toutes les populations qui sont non-blanches. Il faut que vous sachiez cette réalité, parce que le monde scientifique occidental, donc les blancs, eux, ils sont au courant depuis des décennies, et ils font des stratagèmes monstrueux, même géopolitiques, pour occulter ça. Quand vous avez les politiques en Afrique LGBT, c'est pour ça. C'est pour occulter ça. Parce que les pratiques LGBT vont détériorer ça. Alors là, on rentre dans la métaphysique, ça devient un peu plus compliqué à expliquer, mais on va y passer. On va y passer, je vais expliquer un peu. Et là, du coup, j'ai pas de source, j'ai pas de texte, j'ai finalement que mon feeling et mon bon sens de Sapiens qui l'explique. Mais ça paraît logique. Et je vais commencer à l'aborder ici, quand on va parler de la suite. Mais en fait, je peux même en parler maintenant. Non, je vais en parler quand je parlerai surtout de la mitochondrie. Parce qu'il y a tout cet aspect-là qui est en fait de l'accouplement. La nature de l'accouplement. Et là, je parle pas de... Donc, justement, il y aura l'aspect biologique, donc génétique, mais il y a un autre aspect, parce que c'est 50-50, 50% de ta génétique, 50% de ton environnement. L'environnement, c'est la religion, c'est ta culture. Voilà pourquoi c'est important. Et là, les ancêtres, ils me l'ont dit. Tu as intérêt à tenir compte de ce facteur-là. Et en fait, il est supradéterminant. Et on m'a dit ça à un âge où j'étais encore une gamine, tu vois, j'étais encore une ado, donc moi j'étais encore en mode 100% dans l'aliénation. Mais l'information elle est passée, je me dis ok, je mets ça de côté. Et aujourd'hui je ressors l'info parce que c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Et tu peux l'observer, ne serait-ce qu'à travers la communauté blanche, qui, je spoil un peu, je vais un peu trop vite, mais je garde le fil de ce que je dois expliquer. Vous avez pendant tout un temps en Occident, pendant la période du Moyen-Âge, etc., on va dire depuis 2000 ans,
où ils ont des mariages dits arrangés. Alors, je ne parle même pas de l'aspect religieux, même si c'était imprégné du christianisme. Enfin, si, c'était imprégné du christianisme. Mais en fait, c'était une façon de coloniser l'Europe. Ils colonisaient l'Europe parce que les familles royales étaient mélanodermes, qu'ils ont remplacé petit à petit, jusqu'à la colonisation, où ils ont déporté un maximum de Noirs en dehors de l'Europe. Il y a plein de films de science-fiction, genre Les Seigneurs des Anneaux et tout. J'en ai déjà vu plein de films qui racontaient ça. Où ils se battaient pour des royaumes, et puis ils se faisaient des trahisons. Game of Thrones, je suis sûre que c'est ça, j'ai jamais regardé. Jamais un épisode. Il y a trop de gens qui en ont parlé pour que je regarde. Je suis contente. T'as vu, ça change rien à ma vie. Mais donc, du coup, le fait d'avoir fait ce type de mariage, ce type d'association, va faire en sorte que les gens, sur le plan métaphysique, vont ouvrir des portes qu'il ne faut pas. Et ces portes-là, hein, chouchou, c'est ce que le monde arabo-musulman parle de djinn, des mauvais esprits. Mais c'est ça, en fait. C'est vous. Sans vouloir offenser, c'est ça. Tu ouvres des portes qui ne doivent pas être ouvertes. Non, dans le sens où tu laisses s'introduire dans le monde physique des entités qui ne sont pas là pour la vie. Donc du coup, ce sont des entités qui vont détruire la vie. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ça, c'est à travers, par exemple, les couples consanguins. Parce que la vie est censée évoluer. La vie est censée être dans une régénération. Pratiquer la consanguinité va t'apporter une dégénération génétique. Et la dégénération génétique va apporter des pathologies génétiques. Et ces pathologies génétiques, ce sont les maladies rares. Les maladies rares. Tout ce qui va concerner le monde psychiatrique. Tout ce qui est pathologie psychiatrique, parce que ce sont des maladies héréditaires. Ça veut dire que... Mais je vais l'expliquer en parlant de... Je vais en parler. Là, je commence à tout mélanger. Mais je vais en parler et je vais vraiment le détailler. Je vais vous montrer les feuilles. C'est des choses... En fait, ce sont les informations qu'ils donnent pour les étudiants pour passer leur bac, pour passer leur CESS. Donc, ce sont en fait des simples informations. Alors maintenant, tu vas faire 2e, 3e, 4e, 5e année en sciences à l'université, ça va rien changer, tu vas juste décortiquer encore plus le truc. Mais la base, c'est la base. Et de la base, tu peux tout construire. Donc si tu pars de la base, tu peux comprendre ces choses-là. Et je pense que c'est pas anodin qu'ils les donnent aux adolescents, parce qu'au moins, il y a de l'information, parce que c'est exactement ce que je dis. Tout ce que j'ai étudié, de manière marronneuse, intellectuelle ou quoi que ce soit, je sais que ce patrimoine intellectuel, métaphysique, je l'ai transmis à mes enfants. Donc c'est quelque part, en elles ont le patrimoine génétique, l'information génétique dans leur ADN avec ces informations-là. Donc tu penses que depuis 5-6 générations en mode Jésus l'être, où le seul livre que tu connais c'est la Bible, tu penses que tu vas transmettre quoi à tes gosses? C'est une réalité. Et ça s'explique même là, ici. Même là, ici, ils expliquent, puisqu'ils parlent d'héritage artistique. Bon, c'est des conneries, c'est de la propagande. Parce que quand tu vas vérifier l'information, tu te rends compte. Ils n'ont pas dessiné des girafes, ni des éléphants, ni des mammouths. D'accord? Donc ça vient pas d'eux. Mais donc, ça veut dire que... Et c'est pour ça que je vais en parler, je vais l'illustrer avec des exemples de la nature, parce que c'est vraiment important. Et donc, quand tu fais ces accouplements avec les mariages arrangés, c'est genre tu vas marier une gamine qui a 10 ans juste pour pouvoir avoir le patrimoine financier, la matérielle, donc de la famille, et pour être associé à une famille noble qui va créer ses classes sociales de noblesse, etc. pendant le Moyen-Âge, tu vas créer des incompatibilités génétiques. Et moi, ça, c'est un point très négatif du patriarcat. Ces incompatibilités génétiques. Aujourd'hui, sur le plan biologique, donc des couples, donc de la vie sociétale, ce qui va créer la chute démographique de l'Occident, ce sont les incompatibilités génétiques. Ça, par contre, ils ne vont pas vous en parler. Parce que les incompatibilités génétiques viennent de la consanguinité. C'est une conséquence de la consanguinité. Parce que la nature tend toujours vers son équilibre.
Donc elle ne va pas permettre l'association de deux individus qui ont un patrimoine génétique proche. Donc tu as des gens comme ça qui ne se connaissent pas, qui vont se mettre en couple, mais ils ne savent pas qu'il y a peut-être 5 générations, ils viennent de la même mère. Parce que tu portes le nom de ton père. Tu vois? Ah, ça fait tout et ça change tout. Que de les sociétés africaines qui n'avaient aucun problème. 400 000 ans, chouchou. Et l'exemple de la famille des Habsbourg, c'est 200 ans. Terminé, il n'y a plus personne. Donc tu penses que les gens ont vécu 400 000 ans et qu'ils se marient avec leur sœur? Réfléchissez 2 secondes. Mais juste 2 secondes. Donc c'est un peuple qui vit depuis 400 000 ans, socialement parlant, hein, avec une structure sociale bien prédéfinie, bien définie, bien structurée, qui va apporter des notions philosophiques comme la maths, etc. Et tu penses vraiment que les gens vont marier leur sœur ou leur tante ou leurs oncles et leurs cousins pendant 400 000 ans? Alors qu'il n'y a pas très longtemps d'ici, là, une partie de la famille des Habsbourg se sont mariés entre cousins, nièces, oncles, etc. 200 ans, il n'y a plus personne. C'est pour ça, hein, que les Néandertaliens ont disparu, parce que c'est ce qu'ils disent. Hein. De toute façon, avec le patrimoine génétique mitochondrial, c'est prouvé, ils se sont... Et en fait, les seuls Néandertaliens qui ont survécu, ce sont les Néandertaliens qui se sont métissés avec les sapiens. D'où le fait qu'ils ont ce pourcentage. Mais le problème, c'est que le sapiens, là, qui par création de consanguinité, c'est pour ça que je me dis qu'à 40 000 ans, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible que... Il y a un truc qu'il faut chercher. Tu peux pas. 40 000 ans, 9 000 ans d'apparition de l'homme blanc. Peut-être réapparition, il est peut-être sorti de sa grotte. Non, mais il y a aussi l'aspect... non, mais il y a le fait que tu te dis... Il y a un trou de plus de 30 000 ans. Où apparemment, peut-être que le sapiens a juste vécu dans les grottes. C'est peut-être là, hein, la période glaciaire, etc. Donc, ça veut dire que ça a été très difficile pour lui de s'alimenter, de se nourrir. Où il y a eu beaucoup de cannibalisme. Oui, effectivement, parce que c'est une pratique qui restait jusqu'au XXe siècle. Du cannibalisme. Donc ils se mangeaient les uns les autres. Faut regarder le cinéma. Regarde le cinéma. Hein? T'as combien d'histoires où il est question de bouffer les uns les autres? Où les gens s'entrebouffent les uns les autres? Regarde Walking Dead. C'est pas des gens qui ressemblent à des êtres humains, mais qui sont plus humains, qui bouffent des êtres humains. Tu vois? Et la quenelle, elle est costaud, hein. Toi, tu vas louer les DVD, tu vas aller t'abonner à des plateformes pour pouvoir suivre la série et tout. Tu leur donnes de la thune d'une histoire qui est déjà... C'est du réchauffé, quoi. Et en même temps, la disquette, elle est mise parce que c'est ça. La neurocolonisation, c'est ça. Un bon exemple. J'ai réfléchi à ça hier, je me dis, mais c'est une dinguerie. Quand j'ai lu l'article, je me dis, mais c'est pas... C'est une dinguerie. Ben oui. Les colons, quand ils sont partis, je prends l'exemple de la France, qui est parti faire des dingueries dans ce qu'on appelle la France-Afrique, donc les pays francophones de l'Afrique. Je prends l'exemple du Cameroun parce que j'ai vu cet exemple-là et j'ai pas cherché. En plus, quand j'aurai assez de maturité, mais quand je vois, j'apprends qu'ils ont décapité des gens. Ils les ont tapés sur des pics à brochettes, enfin, des morceaux de bois, pour éloigner, pour terroriser les gens qui avaient survécu, qui venaient des villages voisins, qui venaient voir ce qui se passait, et qu'ils avaient vu des soldats français, et qu'ils avaient vu les têtes... C'est une scène de Walking Dead. Je sais pas si pour ceux qui ont suivi, moi j'ai regardé tous les épisodes. C'est vers la fin de la série, là, avec les chuchoteurs. Avec les chuchoteurs, à un moment donné, pour faire peur au groupe de Michonne et l'autre là, enfin les acteurs principaux, pour leur faire peur, pour dire on est dans les parages, mais on est parmi les rôdeurs, mais vous ne nous voyez pas parce qu'on est des chuchoteurs. Ils ont fait ça. Ils ont pris des gens de leur groupe, ils les ont décapités, et puis ils les ont mis sur des pics à brochettes à l'entrée C'est une scène qui a réellement eu lieu en période coloniale.
C'était au Cameroun. Il y a peut-être eu à d'autres endroits aussi. Hein. Mais moi, quand j'ai eu cette information-là, je me suis dit stop. On va faire mollo. Avec ce qui s'est passé pendant la période coloniale. Parce que c'est humainement pas gérable. Maintenant, ça va. Parce que je me dis, je suis pas toute seule à faire ce type de recherche. Donc, voilà, je participerai au live et, pour pouvoir m'instruire à ce niveau-là. Mais tu peux pas étudier ça tout seul. Tu deviens fou. C'est pas possible. Tu deviens fou. Moi, non, c'est... Je me suis arrêtée là. J'ai pas été plus loin. Et pour la Belgique, c'est la même merde. Hein. Enfin... En fait, t'es tellement habitué, finalement, du coup, à voir... Enfin, non, tu peux pas t'habituer à ces images-là. Donc, voilà. Concernant l'héritage du néandertalien, hein, là, tu te dis, heureusement que c'est pas mes parents. Oh, putain. Donc voilà, donc c'était la partie... Donc, ces gens-là vont donner une descendance qui sont les Yamnaya. Et ben, les Yamnaya vont faire exactement ce que leurs parents ont fait. C'est-à-dire qu'ils vont aller choper les petites. Comme je dis, le premier critère. Ils chopent les filles. Et c'est la génétique qui le prouve. Ils chopent les petites. D'où les contes qui ont été créés à l'époque. Et donc, ce sont des contes créés par des sapiens. Pour prévenir les enfants. Et ces contes, encore une fois, comme dans Walking Dead, ils vont reprendre ça. Et ils vont te faire des séries de films hollywoodiens où ils parlent de groupes de gens qui sont dans les forêts, qui sont dans les villages, qui sont terrorisés par des gens, qui vont être symbolisés par des loups. Et en fait, c'est tellement débile que ça va rester en héritage culturel. Donc les gens vont se transmettre les informations de parents à enfants, d'enfants à parents, que à l'époque de l'Inquisition, donc religieuse en Occident, ils vont confondre le symbole et l'animal. Alors que ça parlait d'eux. Ou alors ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Les deux sont possibles. Ils étaient parfaitement conscients de ce qu'ils faisaient, mais ils ont massacré ces animaux. Le loup, ils l'ont vraiment massacré. Genre, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on regarde dans les infos qui disent « Oh, la réapparition de loups sauvages, nanana, nanana. » D'animaux qui ont fini en réserve ou dans des parcs de zoo, quoi. Comme ils ont fait avec tous les êtres vivants, finalement. Enfin, je sais pas, quoi. Ils les ont massacrés. Parce que c'était l'animal de la bête. La bête, les bêtes. Mais, maman ils les ont... Mais c'est dingue. C'est comme les chats. Ils ont passé leur temps à massacrer des chats. L'Inquisition, je crois que c'est les années 1100. Hein. Ils se sont mangés quoi? La peste noire, non? Mais la peste noire, c'est quelle année ça? Je crois que c'est les années 1500, 1600. Je crois que c'est ça. Regardez bien. La chronologie. Regardez bien la chronologie, parce que c'est vraiment ça. En fait, les gens sont stupides, quoi. Et les gens qui vont absorber cette information sont encore plus stupides parce qu'ils ne vont pas vérifier. En général, tu donnes cette information à des adolescents. Ils vont retenir par cœur et puis c'est terminé, bonsoir. Parce que, après, du coup, tu comprends le comportement. Moi, c'est ça que je fais. Hein. J'observe le comportement. Et, la peste noire, Europe, la peste noire. Alors déjà, c'est arrivé pendant les premiers voyages dans les Amériques. Donc 1300. Ah, depuis la mer Noire? Je croyais que c'était depuis les Amériques, en fait. Soit. Donc, pendant 200 ans, ils ont passé leur temps à massacrer des chats noirs parce que c'était l'animal du diable. C'est ça, hein? Les chats permettent de réguler le taux de rats qu'il y a dans une région. Voilà pourquoi le chat était sacré en Égypte. Il était associé à Bastet, qui était la protectrice du foyer intérieur. Donc, ce qui va constituer... On ne parle pas forcément d'une maison intérieure, mais on parle là, du coup, d'une cité. Dans une cité, vous allez avoir des chats errants qui vont choper les souris, qui vont réguler le taux de rongeurs. Et ce taux de rongeurs régulé ne viendra pas bouffer les récoltes, n'iront pas pisser dans les récoltes et t'apporter des bactéries qui vont te rendre malade et te tuer. La stupidité de la religion. T'as vu?
Voilà, et Jésus les a pas protégés. Hein. Enfin, à quel moment déjà, même tu dis, déjà, même à cette période-là, il faudrait arrêter ça. Et ça, plus le manque d'hygiène, hein, chouchou. Putain. Les gens, ils prenaient un bain une fois par an, mais c'est une blague. J'ai vu, je sais plus c'était où, il y avait un gars qui parlait d'un musée. Il y a un musée en France qui montrait toutes les pathologies que les peuples d'Europe avaient pendant le Moyen-Âge. Les dentitions de travers, les boutons, les... Je sais plus c'est quoi le nom de ce musée, mais c'était une dinguerie, c'était pas très joli à regarder. Mais vraiment pas. Voilà. Donc, concernant le Yamnaya néandertalien, et donc, pour voir les caractéristiques comportementales, je termine avec ça. Après, je peux... Ah, c'est ici que j'ai parlé du truc. Et après, on parlera donc de la différence qu'il y a entre l'épigénétique. Enfin, je continue. Je fais ça et après, on va directement atterrir sur le système stellaire que moi, je compare en fait à l'ovogénèse. Mais je vais expliquer pourquoi, parce que j'ai ressorti mon cours et je vais vous montrer avec des documents. Donc, et comme ça j'ai terminé avec l'article sur le néandertalien et je vais rediviser mes vidéos par rapport à ça, parce que comme ça je rajouterai les sources. Ou alors je mets tout sur la... Non, je vais m'organiser. Et donc, caractéristiques, il chope les gamines, il tue les garçons. Tue les garçons ou les asservisse étant très petits. Ça a été démontré génétiquement. Ce sont des gens qui vont vous harceler. Du harcèlement. C'est-à-dire que à partir du moment où toi tu as ta terre ici, tu cultives, tu as ton bétail, ces gens vont venir essayer de vous voler en fait. Et c'est prouvé comment? C'est à travers finalement l'histoire donc du royaume Kemet qui vont expliquer, qui vont donner du bétail. Et finalement les palettes de Narmer sont des preuves du côté harceleur de ces populations. Parce qu'on parle des mêmes personnes. Hein. On parle des descendants de ces personnes-là. Là, c'est juste que là, on parle de la source. Les Néandertaliens. Les gens qui viennent du nord, là. Tu vois? Et vu qu'il y avait des populations déjà installées en Europe, mélanodermes, ces gens-là se sont agglutinés du côté de la Germanie. Et ce qui va donner les Germains. Les Germains, c'était les barbares. Donc des gens qui n'avaient aucune morale et qui passaient leur temps à piller les villages, terroriser les gens, massacrer les gens, tout le temps dans des énergies de guerre, tout le temps dans des énergies de conflit, des gens qui pratiquaient la consanguinité. Et ils mariaient la sœur de son frère. Tu vois? Ou leur cousine. Des gens qui faisaient du cannibalisme. Ça, ce sont des caractéristiques sociétales qui sont encore observables aujourd'hui. Parce qu'effectivement, l'américain, mon lapin, c'est de la viande crue. En France, tu le manges avec un œuf. Ici, il n'y a pas besoin d'œuf, tu mets juste un peu de maillot, des épices. C'est de la viande crue. C'est vrai. En fait, tu es tellement habitué parce que tu as grandi ici un peu, tu t'es assimilé à la société, mais en fait, oui, c'est vrai, ça se fait pas. Moi, en tout cas, j'aime pas, j'en mange plus, j'en mange pas. J'en ai mangé, hein, forcément. Mais non. Il y a 2-3 trucs comme ça dans l'aspect culinaire. Enfin, je parlerai pas de ça ici. Voilà, 2-3 trucs. Là, tu manges de la tête pressée. C'est quoi ça? Tu vois, de la tête pressée. C'est de la charcuterie. Et tu vois, le boudin noir, c'est du sang. Aïe, aïe, aïe. Moi, depuis que je sais ça, c'est terminé. Enfin, tu sais, ils préparent ça pendant les fêtes et tout, mais mais quoi? Ouais, le boudin noir, c'est du sang cuit. Ils mangent ça pendant les fêtes, hein. Enfin, soit. Puis des fois, ils tapent des petits raisins dedans. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ça va pas, quoi. Je me suis dit, non, maman. Non. Mais on va avoir l'image du noir cannibale. J'ai grandi avec cette image-là aussi. Hein, le noir qui mange les enfants. Hein, père fouettard, hein, les enfants qui sont au passage. Il les fouette, il peut les manger aussi, hein. Attention, hein. Et puis, tu sais,
Tu sais que t'es en primaire. Hé, professeur, c'est ta famille, hein, tu le connais, hein. Ça va pas ou quoi? S'il vous plaît. Mais bon, c'est moi qui vois le racisme partout. Et donc, ces comportements-là, que je viens de décrire, c'est encore observable aujourd'hui dans les sociétés des religions abrahamiques. C'est précisément ce qu'ils font encore. Ils chopent les enfants des autres, tuent les garçons, hein, les eunuques. Avant, ils le faisaient physiquement, mais maintenant, c'est les eunuques mentaux. Hein. On est dans la neurocolonisation. Donc maintenant, on fait de l'énuquage mental. Tu vois? C'est à peu près ça, hein. Donc ils volent les enfants des autres, donc les trafics d'êtres humains, trafic d'enfants, les adoptions là, à tort et à travers des pays occidentaux. Attends. C'est genre, c'est pas parce que c'est pas parce que les gens ils ont fait des articles de loi nanana, que finalement l'action n'est pas la même. C'est juste que là ils la justifient. Les adoptions plénières que tu fais, comme ça que tu vas choper des enfants dans des différentes régions du monde et que tu les ramènes ici pour ta population à toi, tu voles les enfants des autres. Hein. Donc finalement, ce que les Yamnaya enfin ce que les parents des Yamnaya, c'est-à-dire les Néandertaliens faisaient il y a 40 000 ans, tu le fais encore aujourd'hui. On est en 2025. Mais on va dire que ce sont les peuples non blancs qui ne sont pas civilisés et qui n'ont pas évolué. Moi, quand j'ai lu l'article de la BBC, je me suis dit, attends, on a massacré mes ancêtres un peu partout dans le monde, sous prétexte qu'ils n'étaient pas évolués, sous prétexte qu'ils n'étaient pas développés, qu'ils étaient le chaînon manquant entre le singe et l'humain. Sauf que des comportements il y a 40 000 ans qui les ont éteints. D'accord? Ce sont des comportements qui les ont éteints. Derrière avertissement, ce sont des comportements qui les ont éteints. Aujourd'hui, ce sont des comportements que tu observes encore aujourd'hui en 2025. Mais tu vas dire que ce sont les non-blancs qui ne sont pas évolués. Tu vois? Non, mais ça va pas ou quoi? Et tu crois qu'avec ce genre de discours, je vais me transformer en Trump? Ouais, c'est ce qu'un raciste m'a dit dernièrement. Avec des discours comme ça, on arrive vite au Front National, hein? On arrive vite à des Trump, hein? Est-ce que je ressemble à Trump, moi? Sérieux? Aïe, aïe, aïe. Ouais, les conneries qu'on sort, des fois, c'est une dinguerie. Soit. Donc, on peut juste, à travers le comportement, voir qui sont les descendants des Néandertaliens, voir qui sont les descendants des Yamnaya. Parce que les comportements n'ont pas changé. Je vais répéter encore une fois, ils volent les enfants des autres. Ils tuent les garçons ou les asservissent à leurs mœurs et leur société. Ils harcèlent énormément. Ils volent les matières premières qui à l'époque étaient le bétail, l'agriculture. Hein? Chouchou. T'as vu? Hein? Et puis ils pratiquent la consanguinité aussi. C'est qui fait ça? Soit, j'ai terminé avec les caractéristiques comportementales des Yamnaya néandertaliens, qu'on appelle aussi des fois les tardifs. Ah oui, c'est ça en fait. Donc, les néandertaliens de base, c'est ceux qui étaient il y a 40 000 ans qui se sont éteints, il y a 40 000 ans. Et puis ensuite, tu as donc en fait, donc ce sont les Yamnaya, ce sont des néandertaliens tardifs. Donc ceux qui sont arrivés ils sortent d'où? On ne sait pas. Je ne sais même pas s'il y a des études qui sont faites dessus parce que ça ne les intéresse pas de savoir. Mais en fait, c'est ça. Les Yamnaya sont des néandertaliens tardifs. Ceux qui sont arrivés plus tard dans l'histoire. C'est pas tardif dans ce sens-là. Hein. Ah, chouchou. Maman, c'est génial. Non, mais c'est passionnant quand même parce que tu vois, c'est comme une chasse au trésor. Non, c'est pas des trésors ça. Mais enfin, tu comprends quoi. C'est genre tu dois découvrir des trucs, comprendre des trucs, analyser. Non, c'est passionnant. Moi, j'aime bien. Et puis après, ça change totalement ta vision des choses, des gens que tu observes là, de ton quotidien. Tu te dis, mais moi, si j'avais su ça, genre il y a 5 ans,
Enfin, soit, je vais pas dire ça. Il y a des choses que j'aurais pas fait, mais d'une dinguerie. S'il vous plaît. Ah, c'est clair. Bah, surtout avec ce que je vis en ce moment, mais c'est sûr que je l'aurais pas fait. Soit. Et donc, la différence qu'il va y avoir entre les Néandertaliens tardifs qui ont subi... Parce que moi, pour moi, voilà, un début de réponse, ce serait que entre les Néandertaliens de base et les Néandertaliens tardifs, il y a 30 000 ans d'écart. Et dans ces 30 000 ans d'écart, ils ont subi la nature. Donc, ils ont eu ce qu'on appelle l'épigénétique transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer une information qu'ils ont héritée de leurs parents. Genre, sors pas de la grotte 10 secondes, sinon tu vas mourir. Et donc, du coup, les enfants vont récupérer... Et donc, du coup, ils vont rester dans la grotte. Ça, on est dans l'épigénétique transgénérationnelle. C'est quelque chose qui est réversible au niveau de ton ADN. La communauté noire est dans ce type de troubles mentaux qui est de l'ordre de la psychologie. Ça va pas plus loin. C'est psychologique. Ce sont des stress post-traumatiques. On va appeler, il y a une partie de la psychologie qui s'appelle comme ça. Donc ce sont des comportements que tu vas avoir après avoir vécu un trauma et que tu vas transmettre à ton enfant. Nous, la communauté noire, on a vécu, allez, on va dire de manière vraiment très très large, 2000 ans de trauma à cause des tardifs là. On peut observer encore aujourd'hui les effets de ces hélas, les mots vont vraiment être très importants. Écoutez bien ce que je dis. C'est de cette épigénétique transmise de nos parents. De nos parents, de nos parents et de nos parents. Le Yamnaya, donc l'enfant néandertalien tardif, même s'il a été métissé avec des sapiens, va avoir cette domination néandertalienne qui va avoir un grand impact sur son psyché et dans son comportement, puisque c'est encore observable aujourd'hui, parce que le Yamnaya tardif, il devait avoir une plus grande proportion néandertalienne que les Européens d'aujourd'hui. Pourtant, les Européens d'aujourd'hui qui ont entre 2 et 10%, regarde, les comportements sont quand même similaires. Donc ça veut dire que ton codage génétique va quand même influencer ton comportement. C'est logique, non? Logique. Donc, eux qui ont vécu 30 000 ans, plus de 30 000 ans de trauma, parce que 30 000 ans, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. On est passé de l'épigénétique transgénérationnelle à une transmutation génétique. C'est même ce qui est expliqué pour définir la leucodermie. Transmutation génétique. Et une transmutation génétique, c'est une dégénérescence. Puisque l'ADN, dans sa constitution, va vers l'avant, va en progression. Ce qu'on appelle la théorie, ils ont même appelé ça la théorie de l'évolution. C'est clair pour tout le monde, non? Sauf que quand tu passes du noir au blanc, c'est une dégénérescence génétique. Donc, tu passes pas au plus haut, tu passes au plus bas. Ça, c'est la mitochondrie qui te l'apprend. Tu sais, j'ai dit, c'est une dinguerie, cette petite chose. Une dingue. Et le gène Yamnaya apporte aussi cette autre information du fait que cette épigénétique transgénérationnelle s'est transmutée en ce qu'on appelle des pathologies génétiques. Et donc là, on est dans un cadre héréditaire. C'est pour ça, donc là, je suis en train de te démontrer que tout ce qui va être pathologie psychiatrique ne vient pas des sapiens. Parce que ça, c'est une conséquence de la consanguinité. Cette consanguinité transmise, puisqu'il y a transmutation. Et une transmutation, c'est pas rien. Il faut aller voir le cours de physique nucléaire. Là, tu vas comprendre. C'est pas rien. Ça veut dire que c'est définitif. Et quand c'est définitif, c'est héréditaire. Ça veut dire que tous tes enfants vont l'avoir. Ça peut sauter une génération. Mais dis-toi que la génération suivante va pas y échapper. Ça peut peut-être sauter 2 générations. Mais dis-toi que la 3e génération ne va pas y échapper. C'est définitif, c'est héréditaire, c'est hérédité. Et quand on est dans un cadre, au niveau de la biologie, de l'hérédité, on est dans de la pathologie. Ça concerne surtout des pathologies. Sinon, on parle d'évolution. On parle de régénération. On n'est plus dans la pathologie. On est dans l'héritage. Tu captes?
Les mots sont importants. Je continue. Ah oui, ça a chauffé, hein. Ça commence. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme si je prenais toutes les insultes racistes que je me suis mangées ces dernières années, ces 30 dernières années, c'est plus de 30 dernières années de ma vie. Je suis en train de vous les rendre. Et je le fais même pas de manière méchante, je le fais pour me protéger moi, mes enfants et ma communauté. C'est pas la même chose. On se défend, on n'agresse pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup le symbole de mes ancêtres qui est la panthère. La panthère n'agresse jamais. Par contre, quand elle se défend, fais gaffe. C'est tout. Alors, ici, c'était pour parler de l'Homo sapiens. Les Français, Yves Coppens, ouais. Ouais, ça va. Ok. Ça, c'est pour une autre chose. Alors, on y est. Donc, ici, on est mutation, adaptation et sélection. Je vais faire un peu de lecture quand même. Même si j'avais dit que je ne lirais pas, mais ça, c'est pas sur Internet de toute façon. Et donc, j'ai un exemple, illustré par un exemple, que je vais mettre sur le site, je vais mettre en barre de description, un site qui parle, qui développe donc cette particularité de mutation. Et aussi, il y a une partie de l'intervention donc de Franco Lolia sur la chaîne de Mobali qui en parle. Et donc ici je vais reprendre, je vais peut-être d'abord commencer par ça. De toute façon les vidéos d'introduction, j'en ai pas parlé, mais donc il y a la démographie, hein, donc ce que les États, donc là ici ça parlait de la France, mais ça concerne toute l'Europe, ils ont tous ce même problème concernant la démographie. Et en fait c'est ça, hein, pour ça que je parle de la mitochondrie, parce que la mitochondrie apporte la réponse de la démographie. Pourquoi les Noirs ont autant de pourcentage démographique? C'est à cause de la mitochondrie. Donc la seule chose qu'ils ont à faire, c'est la dégrader chez nous. La religion le fait, l'alimentation et le style de vie le fait, LGBT et compagnie, si les femmes se mettent entre femmes, il n'y a plus de bébés, c'est aussi simple que ça. Et les hommes le font aussi, si les hommes se mettent entre hommes, ils font plus de bébés non plus. Et même s'ils font des bébés après avec des femmes, avec l'héritage génétique, avec l'héritage métaphysique qu'ils vont récupérer de ces pratiques, quand ils vont transmettre leur souffle de vie, donc la mitochondrie, à l'enfant en question, l'enfant aura des prédispositions qu'il n'aurait pas. Je parlerai de la métaphysique de tout ça après. Donc ici, là, j'ai expliqué donc, la psychiatrie différente des troubles post-traumatiques par l'épigénétique transgénérationnelle. C'est exactement ce que je viens de faire. Alors ici, donc il y a la vidéo concernant la mitochondrie, et il y avait une autre vidéo, non? Je ne sais plus les vidéos d'introduction que j'ai mis. Je regarderai plus tard, de toute façon, c'est pas... Alors ici, donc, je vais mettre en barre de description le live sur la chaîne de Mobali qui parlait, donc c'était coup de projecteur sur les charlatans de la cause noire. Donc c'était ce live-là. Et je vais reprendre ce qu'il a écrit parce que c'est exactement ça. Et en fait, je me suis rendu compte en préparant la vidéo et en lisant l'article de la BBC qu'en fait, on parlait de la même chose. Et maman, tu vois. Et c'est la mitochondrie, hein. La mitochondrie, c'est une pépite. Pour le monde non blanc, la mitochondrie est une pépite qui les met échec et mat. Dinguerie. Et moi, là, je parle surtout à la propagande du racisme scientifique, hein. Là, je suis en train d'écraser le racisme scientifique, chouchou. C'est tout ce que je fais. Là, qu'on me parle, moi, de médecine conventionnelle. Écoute, ma grande, la médecine conventionnelle, c'est la médecine de mon peuple. Tu connais Imhotep? Je ne parle pas d'Imhotep d'Hollywood, hein. Je parle d'Imhotep, le premier médecin de l'histoire de l'humanité. D'accord? C'est tout. Fais tes recherches. Madame l'intelligente, conventionnelle. La médecine conventionnelle, c'est la médecine de mon peuple. Ça va? La médecine occidentale pratiquait le cannibalisme jusqu'au XXe siècle. Ouais, c'est à peu près ce que vous faites. Vous mangez... Alors maintenant, vous mangez plus les corps, vous mangez l'énergie des gens. Toi, vous vous êtes adapté. On ne peut pas parler d'évolution. Donc, je lis.
Il existe de nettes confusions entre le terme guerre psychologique et ruse de guerre. La confusion signifie à la fois fondre l'un dans l'autre et prendre l'un pour l'autre. Tu vois, on parle de vous. La ruse de guerre existe déjà dans le monde animal avec le camouflage pour se fondre dans le décor, à l'exemple du caméléon et avec le déguisement d'une proie en un féroce prédateur pour éviter de se faire manger. La guerre psychologique, elle, est typiquement humaine et consiste à attaquer les symboles pour transformer complètement la réalité et montrer que l'option militaire soit inopérante en détruisant le vouloir et le devoir de se battre chez l'adversaire et conduire à ces stratégies diplomatiques de négociation de paix. On continue. Ici, c'est mon cours de bio, évolution des espèces. Je monte, je lis. Donc mutation, adaptation et sélection. Si les mutations produisent des variations dans le génome, les individus sont toutefois capables de s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Pour l'interrogation. Oui, bien sûr. Quelle différence entre accommodation et adaptation? Et c'est ça que je vous disais, les mots sont importants. Ça, c'est accommodation. Voilà, tu vas voir. Et la sélection naturelle va-t-elle toujours dans le même sens? Mais ça, c'est les blancs qui... Je suis désolée, hein. Mais ça, c'est une question de blanc. Je suis désolée. Des graines d'une plante de plaine sont plantées en altitude. La tige est habituellement lancée. Ici, on parle de... Donc voilà, ici, on parle des végétaux. Donc voilà, un exemple. Des graines d'une plante d'une plaine sont plantées en altitude. La tige habituellement élancée disparaît au profit d'une tige courte lorsque les conditions de vie sont plus rigoureuses. Les graines de ces plantes à tiges courtes sont replantées en plaine et redonnent des plantes à tiges élancées. Là, on parle de modification. C'est une adaptation génétique aux conditions de l'environnement. Donc voilà, ici il y a l'altitude et les conditions climatiques. Donc on va parler d'accommodation lorsque une adaptation anatomique ou physiologique augmente les chances de survie d'un être vivant et non héréditaire. C'est exactement... T'entendez? Héréditaire, c'est important. L'OIA, donc ici on parle de roseaux, donc on parle de végétaux. On parle d'adaptation lorsqu'une caractéristique anatomique ou physiologique et héréditaire est favorable à la survie ou à la reproduction d'un individu. Donc, le gène leucodermique a été, si on est passé du noir au blanc, a été une adaptation. Mais je crois que c'est peut-être une orientation qu'ils veulent donner. Parce que la chronologie du néandertalien, ça bouscule tout. Ça bouscule tout. Et le codage génétique mitochondriel du néandertalien aussi. Puisqu'il prouve qu'il n'a jamais mis les pieds en Afrique. Donc Monsieur Coppens, il est dans mon cours aussi, hein, Monsieur Coppens. Il ne tient pas. Putain, c'est dingue. Il faut faire des recherches, les gars. Ça tient pas. Ça tient pas. Alors, ici il parle des mammifères placentaires. Il faudra regarder à ça. Après, donc dans une autre partie. Donc ici, un autre exemple, c'est la phalène du bouleau. C'est un papillon. Je montre. Donc, je lis le petit exemple et puis après vous irez voir sur le site qui explique encore plus des détails, donc qui sont des variabilités génétiques, mais qui sont le terme. Attends, le terme ici c'est accommodation. J'ai pas mon bic. Il faut vraiment que je garde cette feuille. Accommodation. C'est une adaptation anatomique ou physiologique en biologie. Une adaptation. Adaptation, accommodation. Ouais. Donc l'adaptation est différente de la mutation. Et donc ici, on est encore dans un autre exemple d'adaptation. Donc, la phalène du bouleau est un papillon de nuit vivant dans les régions tempérées, dont celle d'Angleterre. Cet insecte existait uniquement sous une forme claire et bien camouflée sur les écorces claires de bouleau pendant la journée à l'abri des prédateurs. En 1848, dans la région de Manchester, on observe pour la première fois un individu de forme sombre. Cette forme va se multiplier, mais restera toutefois très minoritaire par rapport à la forme claire. L'industrialisation importante de cette région va avoir des conséquences inattendues.
La pollution atmosphérique due à l'usage très important de charbon va entraîner un dépôt dessus sur les branches et les troncs des bouleaux qui vont foncer. En 1954, 98% de la population des phalènes appartenait à la forme sombre. À partir de 1960, donc première étape, on observe en 1848. Deuxième étape, après l'industrialisation, donc le capitalisme sauvage de l'Occident, on se rend compte en 1954 que 98% de la population des phalènes appartenait à la forme sombre. Donc ils se sont assombris pour s'adapter à leur environnement, qui avait changé à cause du capitalisme. À partir de 1960, les individus vont mettre en place une série de mesures afin de réduire la pollution dans ces grandes villes, la diminution de l'emploi du charbon, parce qu'il n'y en a plus. C'est surtout ça. Donc du charbon allait également dans ce sens. Des nouvelles modifications du biotope vont voir une recrudescence de la phalène dans sa forme claire. Donc là, on est dans une adaptation génétique, donc qui va être attribuée à la physiologie et à l'anatomie. De l'anatomie, donc ça va être sur le patrimoine, donc ça va être les phénotypes, et aussi le patrimoine du coup génétique, nucléaire. Je pense que c'est peut-être ça en fait qui va faire. Je pense que c'est peut-être ça qui fait. J'ai ressorti les cours, on va commencer à étudier. Parce que là j'ai en train de me poser une question, je suis en train de me dire, attends, peut-être que en fait l'adaptation va concerner un ADN. Parce que en fait tu as 3 ADN. Tu as l'ADN mitochondrial, l'ADN nucléaire et je crois que tu as l'ADN ribosomique. Et le ribosome est lié à la mitochondrie, donc finalement il n'est pas important. Mais donc on va dire que tu as 2 ADN. Mais en réalité dans une cellule tu en as 3. Sachant que un va compléter l'autre lors de la duplication des ARN et tout ce bordel. Ça c'est quand j'ai étudié les virus là. Je vais me remettre ça parce que là ça fait très longtemps, ça fait presque 10 ans que j'ai pu étudier ça. Et je suis peut-être en train de réfléchir en même temps et je me dis que c'est peut-être ça. Que quand ça concerne qu'un seul ADN, c'est possible qu'il y ait un côté réversible. Par contre, si ça concerne l'autre ADN, peut-être que quand ça concerne l'ADN mitochondrial, c'est irréversible. Mais quand c'est l'ADN nucléaire, c'est possible. Que ce soit... je sais pas. Il faut vérifier, je sais pas. Là, je suis en train de réfléchir à voix haute. Donc, pour cette partie-là... donc, voilà. Donc, finalement, il n'y a pas que... La transmutation va être due aussi à l'implication des comportements néandertaliens. Parce qu'en fait, ce comportement néandertalien de détruire la nature et son patrimoine épigénétique qui a été transmuté. C'est la raison pour laquelle il a autant une haine. Pour moi, c'est comme ça que j'explique. Une haine envers les populations non blanches. Parce que nous représentons la nature. Tu vois? Ici, là. T'as vu comment je me suis représentée? J'ai les couleurs de la nature. La terre, le ciel et le soleil. Ce sont que des couleurs naturelles. Je représente la nature. Donc forcément, celui qui a subi l'épigénétique pendant plus de 30 000 ans, regardez ici, on parle juste des déportations des afros, c'est 600 ans. Regarde le bordel que ça a fait. Regarde le bordel que ça fait sur le plan psychologique. Alors, plus de 30 000 ans, tu crois que ça fait quoi? Il faut que les gens se soignent. Mais il faut déjà qu'ils aient conscience qu'ils sont malades. Il n'y a plus que moi qui le dis maintenant. Il y a plein de gens qui le disent que c'est une société malade. Je vous jure, les gars, vous me faites trop du bien. Parce que moi, il y a presque 10 ans d'ici, j'étais toute seule à le dire. Et on m'avait bien isolée pour dire, toi, tu racontes des dingueries, t'es une malade mentale. Ouais, on m'a dit ça. Venant de tardif, en fait. Mais tu dis, mais non, c'est pas une blague. C'est vraiment vrai. Je suis chaud. C'est une dinguerie. Donc, je vais conclure. Ici, j'ai fini sur le Sapiens. La partie sur les Sapiens, ça fait 1 heure. Mais en fait, je crois que je vais faire mon truc en 3 heures. Je voulais vous faire écouter. Du coup, je vais couper le truc là. Voilà, je vais vous faire écouter un truc qui va parler... Ah si, c'était l'article des Néandertaliens. Merde,
Mais j'avais pas fermé la page. J'avais fermé la page. Aïe, aïe, aïe. Comment je fais moi maintenant? Parce que je voulais vous faire écouter l'article. Ah, mais ça va. T'as vu, j'avais un peu préparé. Je suis pas en mode brouillon comme ça. Mais non, mais là, moi, c'est clair. Bon, 1h10, c'est pas grave. Donc ici, écoutez bien. Écoutez bien. C'est une vidéo TikTok que j'ai trouvée. Écoutez ça. Donc c'est une dame qui est anthropologue génétique, de la génétique. C'est une européenne, hein. Elle est blanche. Donc on ne pourra pas dire que c'est de la propagande. On ne peut pas dire que c'est de la propagande de Kamit. Il y a 10 000 ans, en Europe de l'Ouest, tous les Européens qu'on a pu explorer jusqu'à maintenant sont noirs de peau. Bonjour, je m'appelle Evelyne Heyer, je suis professeure en anthropologie génétique. C'est-à-dire que j'étudie la diversité et l'évolution de l'homme à partir des données génétiques. Et je voulais vous parler d'une bizarrerie qui est sortie il n'y a pas longtemps dans la littérature. Depuis peu, on arrive à explorer l'ADN d'êtres humains anciens, c'est-à-dire on arrive à extraire l'ADN d'humains qui vivaient il y a 10 000 ans. Qu'on a pu explorer jusqu'à maintenant sont noirs de peau, et ça c'est un résultat très inattendu. Parce qu'on pensait que lorsque l'homme moderne arrive en Europe, il doit s'adapter à un climat où il y a moins d'ensoleillement. Donc très vite, il y a ce qu'on appelle des pressions de sélection. Il y a 10 000 ans... Ok, donc, vous avez entendu ce que la dame a dit. Hein? Donc on parle des sapiens qui arrivent en Europe. Et donc c'est pour ça que je vous dis que la théorie concernant... les Néandertaliens sont devenus blancs ne tient pas. Et ce sont des scientifiques qui le disent. Hein. Et ils sont blancs. Il faut que les Noirs le sachent. Il faut vraiment que les Noirs le sachent. Parce que déjà, même la population blanche, ils sont pas au courant. Parce que s'ils étaient au courant de ça, je te garantis qu'il y a plein de trucs qui n'existeraient pas ici. Des comportements qu'ils auraient plus. Ils te regarderaient plus de haut. Ils te traiteraient pas de tous les noms. Déjà, ils te prendraient pas tes gosses non plus. Des salles noires dans ton pays, ça n'existerait pas. Il n'y aurait pas des partis politiques genre Front National et des conneries du genre. À quel moment? T'es même pas chez toi. Tu sais ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui va concerner le système stellaire. Donc, je suis toujours dans le chapitre qui parle de sexualité. Tu vois? Et puis après, je vais vous raconter 2-3 petits trucs. Allez, ciao.